Et de retour pour les experts pour parler du Bitcoin cette fois-ci. Pourquoi le Bitcoin s'effondre? Moins 35% en quelques semaines. Ça secoue pas mal du côté des investisseurs. Anthony, allez, je commence avec vous. Pourquoi ça baisse comme ça? Je pense qu'il y a quand même des craintes plus généralement liées au marché financier américain, leur valorisation. Et le Bitcoin n'est plus du tout l'actif de réserve. Des fois, on le comparait à l'or, c'est pas vrai du tout. C'est très corrélé d'une part aux valeurs technologiques, essentiellement le Nasdaq, et ça amplifie le cycle. Donc c'est vraiment, ça surréagit à tous les mouvements. Et on voit bien qu'il y a quand même de la part des investisseurs, même des particuliers, on commence à avoir des craintes. On parle de bulle de l'IA. Oui. Parce qu'à bulle, je serais prudent, mais en tout cas, on voit bien qu'on a atteint des niveaux de valorisation quand même très élevés. Il y avait un petit peu d'euphorie parce qu'on commençait à avoir des ETF Bitcoin aussi, donc tout un tas de produits qui étaient arrimés à la monnaie, qui forcément généraient des flux dessus. Là, il y a un peu de retrait. Est-ce qu'on peut parler de crack? C'est sûr qu'à moins 35%, c'est énorme. Mais en même temps, quand on voit à quel point il avait augmenté, au fond, on reste quand même sur des niveaux élevés. Oui. C'est un actif qui est par nature extrêmement volatile. Donc là, on est vraiment pleinement dans cette volatilité-là. Ça nous montre bien que si on est investi dessus, a priori, il faut quand même bien se diversifier. Il faut s'accrocher. Ouais. Complètement. Mais donc, simple correction. À ce stade, on ne peut pas parler. En tout cas, ça n'a pas de contamination sur le reste des autres actifs. Ça reste quand même très localisé. Mais on voit bien que les investisseurs commencent à être un petit peu plus frileux. Ce sont moins, j'allais dire, les yeux fermés pour investir. On sent bien qu'il y a de la prudence. Oui, on le voit sur les ETF, notamment crypto d'ailleurs, Philippe. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Anthony, c'est-à-dire que ça a toujours été un actif très, très volatile. Là, on s'inquiète parce qu'il a perdu 35% par rapport à 120 000 $, grosso modo, si ma mémoire est bonne, à l'arrondi près. Bon, on oublie qu'il y a une époque, il était à 20 000 et qu'il était descendu à 5 000. Donc voilà. Je pense que c'est sûr que c'est une correction importante. Moi, je suis assez favorable aussi à la thèse que Anthony développe, vous suggère, qui est une anticipation des détenteurs d'une crise future. Et c'est vrai que comme il est très corrélé à la tech, je serais un peu plus engagé qu'Anthony en disant, je pense qu'il y a une partie des investisseurs aujourd'hui qui a peur de l'éclatement d'une bulle, une bulle IA, pour la nommer, et une bulle IA qui aurait des effets de contagion quand même massifs sur tout l'écosystème qui est autour. On est dans un moment, en fait, qui est très particulier puisque sont valorisés à des cours très élevés des entreprises qui sont sur des promesses futures, parce que même le Nvidia qui est en tête de tout ça, lui, on ne peut pas dire que c'est une promesse dans la mesure où il délivre. Donc, il vend aujourd'hui. Il délivre. Les commandes sont là. Les commandes sont là. Mais est-ce qu'elles seront payées? La bulle, elle est là, en fait. C'est que ceux qui passent les commandes sont des entreprises qui ne gagnent pas d'argent. Et dans un système où on est dans une course qu'on connaît bien dans le domaine du numérique, donc on le sait depuis toutes les nouvelles théories de l'ubérisation de l'économie, de la loi des réseaux, donc Rifkin et les rendements marginaux décroissants. En fait, pour gagner, il n'y aura qu'un seul gagnant. Donc, comme pour le moteur de recherche, ce qui est en train de se reproduire, c'est comme pour les moteurs de recherche. Il y aura un seul gagnant. Et aujourd'hui, les géants se font une compétition extraordinaire, à coût de centaines de milliards de dollars, avec le soutien des investisseurs privés, avec le soutien des banques privées aux États-Unis, et donc tout ceci en fait participe d'une énorme confiance dans l'avenir. Et je pense qu'il y a un moment de raison où tous ces acteurs se disent mais finalement est-ce que ça va bien se passer? Et donc là, dans ces cas-là, tout le monde prend ses bénéfices. Et je pense que le Bitcoin étant une réserve par excellence qui offre des plus-values extraordinaires, pour toute une partie de ces épargnants, entre guillemets, en Bitcoin, c'est le moment de prendre ses bénéfices. Et là, pour le coup, il y a un effet d'entraînement assez naturel. Moi, je pense qu'il y a une corrélation entre cette peur d'une bulle. Peut-être qu'elle n'éclatera pas, je ne dis pas qu'il y a une bulle qui va éclater. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui un système qui fait peur, ça c'est sûr. Ce que vous nous dites là autour de la table, c'est que c'est de plus en plus corrélé au marché quand même, parce que les défenseurs du Bitcoin le présentaient comme une valeur refuge au départ. Oui, mais ce que dit Philippe est intéressant parce que le Bitcoin était un actif relativement récent finalement. Et ce qu'on croyait finalement quelque chose qui nous ouvrait des voies vers le futur est en train de devenir progressivement davantage un signal faible. En fait, le Bitcoin agit davantage comme un signal faible. Il y a ces enjeux très clairement autour de l'IA, et en plus avec des enjeux de consanguinité très forts
très très fort. C'est-à-dire qu'en gros, mes investisseurs sont ceux... Ils sont tous investis les uns dans les autres. Parce que c'est ça le gros danger qu'il y a aujourd'hui. Hein. Je rappelle que c'est la mécanique qu'on a connue sur la bulle Internet, avec notamment des acteurs comme Cisco et autres. Hein. C'est-à-dire vraiment quelque chose d'assez fermé. Prise de participation croisée impressionnante. Pour autant, il reste sur un x8 depuis 3 ans. C'est-à-dire que même si on a eu un moins 35 en espace de quelques semaines, le mouvement est encore là. Mais pour autant, ça dénote 2 choses. D'abord, une méfiance par rapport à la bulle. Je rappelle, la semaine dernière, c'est un peu passé sous les radars, mais quand même, la communication de la BCE auprès des institutions bancaires et financières européennes en disant « Préparez-vous à un choc financier ». Deux schémas possibles. Premier, risque géopolitique. On les voit bien, Ukraine, Chine, Taïwan et autres. Et deuxième risque très identifié, risque de la bulle, de l'effet de marché. La BCE allait jusqu'à citer l'IA. Hein, et pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on parlait du budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie européenne, si une vague arrive, je veux dire, la planche de surf commence à être sacrément abîmée là. C'est-à-dire que, non mais très clairement, c'est-à-dire que on a réussi à passer le Covid, il y a quelques rochers. Voilà, mais là aujourd'hui, la capacité à l'Europe de se reprendre un petit tsunami financier serait beaucoup plus complexe. Et l'alerte de la BCE n'était pas neutre. Sur le Bitcoin, il y a aussi un effet, parce que ça va aussi, j'allais dire, en faire notre semaine prochaine. Il y a quelque chose qui est très attendu, c'est la Fed, la semaine prochaine. Or, il y a une corrélation aussi Bitcoin, et très clairement sur les taux. La réunion de la semaine prochaine à la Fed est très importante. J'allais dire... Pourquoi ? J'ai le sentiment que Jérôme Powell n'a même plus de choix, là, en fait, parce qu'il y a une telle nervosité sur les marchés, tellement de tension entre le Bitcoin, la bulle IA et tout ça, que j'allais dire, le risque, c'est qu'il allume la mèche. S'il ne répond pas à la tension qu'il y a sur les marchés, donc c'est un vrai risque, c'est un vrai pouvoir dans un monde politique, et ça sera probablement sa dernière décision finalement aussi, passer dans un régime trumpien. Et puis il y a un autre facteur aussi, alors là je laisserai davantage Anthony et Philippe en parler, c'est moi mon job, c'est que par ailleurs la plus grosse économie du monde, on avance avec des indicateurs mais complètement à tâtons. Ah bah là on est un peu à l'aveugle, les derniers chiffres de l'inflation hier c'était pour le mois de septembre. On parlait d'actifs qui ont fait des plus de 200, plus 300% dans une économie de ça, avec des indicateurs où quand même il y a un moindre cabinet qui sort un chiffre, tout le monde est en train de l'exploiter parce que c'est les... Non mais il faut expliquer pourquoi, Ludovic, le shutdown a fait fermer tous les bureaux des statistiques. Parce qu'il y a eu aussi des acteurs, et notamment des gens qui se sont fait débarquer aussi cet été. Et aujourd'hui, dans la plus grosse économie du monde, ce qui est une vraie fragilité au plan financier et économique, quelle foi on peut avoir dans les indicateurs ? Quelle foi on peut avoir ? C'est un vrai sujet. Ah oui, on avance dans une... C'est un véritable risque là. Très clairement. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Philippe et Ludovic, c'est-à-dire on voit bien que l'IA, c'est une espèce d'énorme marche. C'est une course de haies où certes le coureur arrive très vite parce qu'il a beaucoup investi, mais les haies sont très hautes. Et donc, il ne faut pas se louper. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet enjeu de dire si les montants qui ont été investis ne trouvent pas leur rentabilité, là, on va avoir quand même des vrais sujets. Ce qui nous fait relativiser un tout petit peu la bulle IA, c'est que quand vous regardez les capex investis par les fameux hyperscalers, donc de la tech, comme ils dégagent déjà du cash flow aujourd'hui, on n'est pas dans la situation des années 2000 où ils n'avaient pas de cash flow en plus. Donc là, c'était vraiment uniquement, on priçait uniquement du revenu futur. Ils en ont déjà aujourd'hui, mais quand même, on commence. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit des débouchés industriels quand même sur l'IA. Là, on voit que tout le monde l'utilise de plus en plus. Mais on voit la dette monter aussi. Les data centers sont commandés, se font. Il y a les revenus sont débouchés. Les recharges quand même. Là, on rentre dans le moment où effectivement, on dépasse un peu le seul investissement des cash flows disponibles et on rentre dans cette forme de risque de frénésie. Au passage, pourquoi le Bitcoin baisse beaucoup ? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un actif qui n'est pas assis sur justement une entreprise qui dégage du rendement. Donc à la fin, il nous reste que la croyance dans cette crypto-monnaie. Donc ça explique aussi que dans des périodes de frilosité, on finit par se dire c'est pas si mal d'être finalement investi plutôt dans des fonds propres d'une entreprise. Et le seul peut-être effet qui pourrait venir soutenir le Bitcoin, moi je dirais plutôt en 2026, c'est la nomination de Kevin Hassett en tant que nouveau gouverneur de la Fed, qui là d'une part est plutôt très favorable à des baisses de taux et en plus est très pro crypto-monnaie, c'est un proche de Trump. On peut s'inquiéter de la stabilité financière, mais lui pour le coup, il envoie clairement un message favorable à tous ceux qui sont détenteurs de crypto-actifs. Donc de ce point de vue-là, mais ça peut être un soutien que dans une deuxième moitié d'année 2026. À court terme, on peut avoir toujours beaucoup de turbulences. Donc là, ce que vous nous dites, c'est acheter, c'est le Black Friday du Bitcoin, c'est pas trop cher et ça va boomer l'année prochaine. J'ai en revanche très peur, moi, des risques financiers pour le coup. À nos auditeurs. Un Kevin Hassett, on voit bien que ça va très loin dans des risques quand même d'aller... Trop loin, j'entends dans votre bouche là un peu. Est-ce qu'à la fin, il faut quand même qu'il y ait un narratif et une cohérence
transparence. Il ne s'agit pas de baisser les taux pour les baisser ou de déréguler pour déréguler. Il faut quand même... Philippe? Non, je voulais juste dire qu'il n'y a pas vraiment de valeur refuge en économie. La seule valeur refuge, même pas. Qui a pris 60% depuis le début de l'année quand le Bitcoin est flat. Bien sûr, mais si on regarde le cours de l'or sur le long terme, il est aussi soumis à des fluctuations. Alors, avec tous ces, enfin, l'or et les bitcoins, etc., fonctionnent un peu sur le même principe de la rareté. Hein. Donc, effectivement, ça peut, dans le temps très très long, mais comme disait Keynes, à très long terme, on sera tous morts. Dans le temps très très long, évidemment que ces valeurs tendanciellement vont augmenter. Mais elles sont tous soumises à des mouvements de spéculation, des mouvements de marché qui sont assez imprévisibles. Et quand ils sont prévisibles, c'est que les acteurs s'en rendent compte. Du coup, ils prennent tous les mêmes décisions au même moment. Et donc, ça va renforcer encore la crise. Mais la vraie valeur refuge, en fait, c'est de bons conseils en patrimoine. C'est la diversification. C'est la diversification, voilà, évidemment. Voilà. On ne le répétera jamais assez. Sur les bitcoins, juste pour conclure sur cet aspect-là, et je pense que c'est, enfin, on va dire, l'espèce de lien familial entre le bitcoin et l'IA et la nouvelle technologie au sens très très global. D'abord, il y a un premier aspect qui est assez évident, c'est qu'autour de l'intelligence artificielle est en train d'apparaître une deuxième bulle qui est, elle, beaucoup plus inquiétante, c'est la bulle de l'énergie, parce que l'IA est extrêmement demandeuse. Quand on voit que l'IA est en train de faire que des centrales nucléaires vont potentiellement réouvrir et ça, là on parle d'investissements qui sont colossaux. Hein. C'est-à-dire que c'est des décisions qui sont des décisions industrielles sur des cycles très longs. Puis il y a un deuxième facteur qu'on voit monter, et alors là qu'on va vivre collectivement, c'est à quel point le marché des nouvelles technologies est en train de quitter le monde du grand public pour aller vers le monde de l'IA professionnelle. Ça va impacter quoi? Le prix de nos téléphones, le prix de nos ordinateurs. Le leader mondial là, qui s'appelle Crucial, c'est un leader mondial de la barrette de mémoire d'ordinateur, qui est vraiment le truc qu'on utilise standard et tout ça, a tout simplement annoncé il y a 2 jours qu'il se retirait du marché grand public. Vous êtes leader dans un marché, vous dites j'arrête. J'arrête, pourquoi? Parce que je vais fournir les data centers maintenant. Il y a plus d'argent à aller chercher. Le prix de l'électronique va être tiré extrêmement vers le haut. Le prix de la mémoire, aujourd'hui, grand public, a fait plus 170% en un an. Il faut se rendre compte du mouvement que crée l'IA, qui a des conséquences très très profondes, et sans parler de bulles, qui est en train de créer des déséquilibres très très profonds dans des champs industriels complets. Donc il n'y a pas que dans l'emploi que ça risque de secouer sévèrement, si je vous entends bien. Bon. Très clairement. Je pense que ce que dit Ludovic est parfaitement raison. Et il y a quand même à la fois un risque de bulle et en même temps, quand on regarde l'Europe, je me dis, on passe quand même un peu à côté de la grande histoire. Ouais. C'est-à-dire que oui, on est sur le quai là. On s'inquiète pour les Américains, mais parfois on aimerait quand même être dans le bateau aussi. Peut-être que nous, à quai, on risque moins de choses, mais à la fin, c'est une grosse vague qui risque de nous arrêter. Alors qu'il y a une étude de Microsoft qui est sortie il y a 24 ou 48 heures, absolument passionnante sur le taux d'utilisation de l'IA. On croyait qu'on était très en retard en Europe, ça n'est pas du tout ce que dit Microsoft. On est plutôt en avance en réalité, et notamment sur toute l'Asie. Je vous conseille d'aller lire cette étude.